Alors, je vais avancer tout de suite parce que sinon je sens que je vais prendre du retard. Alors, 5 points, rapidement le premier, les grandes actualités 2024-2025. Comme je vous l'ai dit, la grande actualité, c'est que déjà, ça fait 20 ans que cette loi de 2005 existe. Donc on est dans une phase un peu de bilan. Je ne vous cache pas qu'on est interpellé partout, à droite et à gauche. D'ailleurs, dans quelques jours, le 2 avril, il y a à Paris aussi un séminaire sur les 20 ans de la loi 2005. Et vous êtes tous conviés à ce séminaire. Je sais que certains d'entre vous y seront, pas tout le monde, mais certains. Donc 64 000 étudiants aujourd'hui, nous sommes partis de 8 000, un peu moins même, il y a 20 ans. Donc vous voyez, une multiplication par 9. Et puis évidemment des profils d'étudiants qui ont complètement évolué depuis cette loi de 2005. Et non seulement les étudiants ont évolué, mais du coup les besoins des étudiants ont évolué. Si on regardait en 2005, les chiffres que nous avions nous indiquaient que c'était des étudiants avec des troubles de défonction motrice, essentiellement. C'était eux qu'on comptabilisait. Aujourd'hui, on voit bien qu'un étudiant en situation de handicap a d'autres besoins, que ça dépasse complètement ce type de trouble. Alors ça me permet de dire que je ne vais pas cette année vous présenter les chiffres. On m'a dit non, tu ne parles pas. Donc je ne présente pas de chiffres. Je laisse présenter Amandine plus tard, dans quelques jours. Elle vous en parlera avec Timothée, un autre chargé d'études en charge des data au ministère. Ils vous présenteront ça en webinaire. Ils feront un webinaire spécifique sur les données et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. 3/4 de nos étudiants sont en formation de premier cycle. Voilà. Alors, quelles sont les évolutions? Comme tout de même des évolutions réglementaires. Au-delà de la loi, évidemment, il y a des décrets qui sont parus derrière, notamment sur les examens. Le D613-26 et ses copains derrière, eh bien, c'est vraiment des articles qui posent un cadre sur les aménagements d'examen. Et puis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la loi de 2013, quand même, qui a modifié des choses. Et puis, je parlerai tout à l'heure d'une autre évolution réglementaire récente. Des dispositifs pour sécuriser les parcours des étudiants. Vous, quand même, une professionnalisation des acteurs, ces journées qui ont lieu chaque année. Je pense aussi au travail que fait Apache, pas tout seul, notamment avec nous aussi, mais pas uniquement, avec Paris 8 et avec le HESS particulièrement, sur ces journées pour les référents handicap, ces journées de formation qui sont, à mon avis, extrêmement riches et intéressantes. Voilà, et une évolution effectivement conceptuelle depuis 2005, où la terminologie d'abord inclusive était très peu utilisée avant. Elle est rentrée dans les usages. Et puis la terminologie aujourd'hui, je dirais, d'accessibilité. Vous voyez, on utilise un peu moins cette terminologie d'inclusivité, comme on en avait parlé il y a 2 ans à Bordeaux. Et on est plus sur un concept d'accessibilité aujourd'hui. Alors, la circulaire de juillet 2024, qu'est-ce qu'elle a changé? Donc, tout d'abord, cette circulaire n'existait pas. C'est une nouveauté, c'est une demande effectivement du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je cherche du regard Marie-Pierre Toubans qui est quelque part dans la salle, mais voilà, merci Marie-Pierre, qui est venue m'embêter un jour en me disant « Il faudrait que tu fasses une circulaire sur les droits des étudiants, parce que le code de l'éducation ne va pas assez loin dans le détail, les décrets non plus, il faut faire quelque chose d'un peu plus cadré. » Donc, nous nous sommes attelés à la tâche et nous avons produit cette circulaire, qui d'abord est une circulaire interministérielle. Nous avons 6 signatures de ministères, donc ça veut dire que vraiment on élargit. On a le ministère de la Culture qui est également concerné, l'agriculture, vous voyez même les armées, enfin bref. Voilà. Les représentants des usagers, évidemment, ont complètement contribué à l'élaboration de cette circulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'élaborer un texte comme ça ne semble pas grand-chose. Mais je peux vous dire qu'autour de la table, c'est des âpres discussions parfois, parce que tout le monde n'est pas d'accord, bien évidemment. Chacun a son point de vue, chacun défend son bout de gras. Donc, voilà, quand on en arrive à la publication, c'est que là, vraiment, on a passé pas mal de choses. Donc, une approche par les droits. C'est clairement ce qui nous était demandé par le CNCPH. Et je dirais même, comme je vous l'ai déjà dit, je crois en 2021, j'ai fait partie de la délégation qui était à l'ONU. Et là, on s'est fait vraiment rappeler à l'ordre par l'ONU en lui disant « Vous n'avez pas en France cette entrée par les droits, il faut absolument que ce soit le cas ». Donc c'est ce que nous avons essayé de faire par ce texte. D'ailleurs, nous rappelons la convention d'entrée de jeu. Une logique de parcours.
évidemment, notre étudiant avant de l'être, il est élève. Et donc c'est très important déjà de faire du lien avec l'enseignement scolaire. Vous voyez, je suis déjà en train d'ouvrir des portes sur ce qui va se dire dans la table ronde juste derrière. On ne peut pas travailler tout seul, il faut travailler avec l'enseignement scolaire d'abord. L'arrivée, une fois qu'il y est, c'est nous en tant que formateurs ici dans les amphis, dans les TD, dans les TP. Mais c'est aussi tout ce qui se passe autour, bien évidemment, la vie étudiante, le logement, la restauration, voilà, l'accès aussi au sport, à la culture. Tous ces éléments-là sont essentiels. Un étudiant qui soit en situation de handicap ou pas doit y avoir accès, bien évidemment. Et puis, on est là pour l'accompagner jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de notre rôle, jusqu'à l'insertion professionnelle. Et ça aussi, c'est un élément essentiel, bien sûr, parce que nous sommes qu'à un instant T, quand même, de son parcours de vie. Donc cette logique de parcours est au cœur de ce texte. Et puis, voilà, l'accès aux formations, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce concept d'accessibilité. Il faut qu'on puisse accéder à tout ça. Et d'ailleurs, du coup, nous avons essayé d'appliquer ce principe à nous-mêmes. Et là aussi, je remercie le Conseil national consultatif des personnes handicapées et Jérémy Bourrois, son président, qui est venu me casser les pieds en me disant « Et en plus, il faut que ta circulaire, elle soit lisible par tous ». Et donc, nous avons fait une circulaire en FALC, facile à lire, à comprendre. C'est une première nationale, je peux même le dire, hein. Donc, voilà, nous avons fait une circulaire en FALC. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil et de la lire. Je trouve que c'est quand même très intéressant, parce que c'est quand même vraiment, ça facilite vraiment l'accès au sens. Et nous en attendons une deuxième qui est réalisée. Elle sera en LSF, en langue des signes française. Amandine a eu le plaisir de regarder 1h30 de vidéo en LSF, parce qu'Amandine maîtrise la LSF, et du coup de décrypter 2-3 erreurs dans l'interprétation. Et du coup, elle est en train d'être retravaillée un peu pour être finalisée et pouvoir être mise en ligne très prochainement en LSF. Ça aussi, c'est une première. Voilà pour la circulaire. Le guide, alors vous avez vu, je regarde Sandrine qui se trouve de l'autre côté, que vous connaissez peut-être pour certains, là-bas, et qui a contribué à la rédaction de ce guide fortement, pas toute seule, Amandine, toute l'équipe y travaille évidemment à Relu, il y a toute l'équipe qui est dans la salle. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure de mes élucubrations. Ah non, elle veut que je coupe. Non, mais je ne coupe pas, je continue et je montre les gens. Je dis, je n'ai pas le droit de montrer du doigt, alors je montre avec la main, parce que je me suis fait rappeler à l'ordre déjà. Alors, ce guide, on l'a voulu comme un outil pratique pour vous. Voilà, comment vous aider à accompagner les étudiants. Donc, on l'a travaillé là aussi à Pache, d'autres des associations, Droit au savoir, évidemment, qui sont dans la salle. La CGE, la CDFI étaient également autour de la table, d'autres ministères également. Donc, on a mis des témoignages, on a mis des bonnes pratiques. Il se veut complémentaire à la circulaire imposant un cadrage. Là, on met des exemples, on met des choses un peu plus concrètes. Et puis, on veut que ce soit un guide évolutif. C'est-à-dire que là, nous en avons publié le 11 février une modalité, mais nous souhaitons, pour la rentrée 2025, rajouter 2-3 choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, un glossaire, des signets, différentes choses. Donc, on y travaille. Voilà sur les grandes actualités. Alors le bilan de la politique ministérielle. Tout d'abord sur le volet bourse, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants se sont appropriés petit à petit ce volet-là. Et donc aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 étudiants qui bénéficient des 4 points de charge supplémentaires. Donc c'est quand même pour nous une avancée, enfin pour nous, surtout pour eux. Et puis un deuxième volet, nous avons aussi avec cette mesure-là ouvert ces droits aux aidants. Lors de JNRH précédente, j'avais fait intervenir Anaïs, qui est dans mon équipe également, j'en profite pour la saluer, elle est là, elle sourit juste au 3e rang, voilà, qui travaille sur les aidants des parents en situation de handicap. Et donc, parents pris dans une acception large, mais j'y reviendrai sinon je vais griller mes cartouches, 2200 étudiants en ont bénéficié. Donc c'est intéressant, ça montre que vous y travaillez, vous, soit Mission Handicap, soit d'autres acteurs des établissements avec lesquels vous travaillez.
Le budget, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. L'appel à projet. Alors l'appel à projet, je sais, c'est très très mal ce qu'on fait parce qu'on donne des sous à certains mais pas à tous. Je sais, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. L'idée, ça veut dire que quand même, notre idée, c'est pas de s'arrêter là, évidemment, c'est d'aller plus loin. Mais donc, dans un premier temps, on en donne à 6. Vous voyez, on a essayé de faire une répartition géographique, c'est-à-dire prendre pas uniquement que les Bretons, par exemple, mais aussi de jouer aussi sur les différents types d'établissements, avec des établissements de tailles différentes. Et puis également avec des établissements qui faisaient des propositions de projets très différents. On a eu 27 candidatures très intéressantes, très riches. On avait un jury international puisqu'on a fait intervenir également des Autrichiens. D'ailleurs, j'arrive tout juste de Bruxelles, où j'ai travaillé justement sur cette dimension-là à l'échelle européenne. Je vous en reparlerai peut-être pendant les jours et demi, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes aussi qui se font à cet échelon-là. Voilà, donc où en sont nos projets? Bien, ils se mettent en place dans nos 6 établissements. Nous rencontrons les établissements, nous faisons des points, et le prochain point aura lieu en juillet pour savoir où ils en sont. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on y reviendra évidemment au fil du temps, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce que nous voulons, c'est que ces 6 établissements soient démonstrateurs, c'est-à-dire qu'ils puissent essayer les choses au sein de leur établissement et derrière le partager avec vous. C'est l'intérêt de la chose. Alors, perspective pour poursuivre. Eh bien, d'abord, l'accès aux bourses sur critères sociaux. Là aussi, et je regarde à nouveau Anaïs, parce que la première fois où nous avions porté cette mesure, nous nous étions fait retoquer sur un point. Nous n'étions pas contents. Et du coup, on s'est dit, pas de souci, on reviendra à l'assaut. Et c'est ce que nous avons fait. Cette année, nous sommes revenus à l'assaut et super, nouveau gouvernement, nouveau cabinet, et du coup, nous avons été entendus. Donc, la mesure que nous souhaitions, c'est que cette aide pour les aidants d'un parent en situation de handicap, la terminologie parent, peut s'entendre dans une manière très extensive. Ça ne veut pas dire que papa-maman, bien sûr. Et donc, nous souhaitions surtout que ça puisse aller au moins jusqu'aux grands-parents. Or, on nous avait dit non. Nous, on a dit si. Et aujourd'hui, on nous a dit ok, c'est bon, banco. Donc cette année, maintenant, depuis la rentrée 2025, les aidants d'un grand-parent en situation de handicap ou avec une perte d'autonomie, avec l'APA, perte d'autonomie, eh bien, pourront bénéficier de ces points de charge supplémentaires. Donc ça va élargir le périmètre. Voilà le premier point. Le deuxième point, mieux informer les étudiants sur leurs droits. Oui, bien sûr, on a fait, vous avez vu la circulaire, on a produit le guide. Ça, c'est pour vous d'abord, on s'est adressé à vous, mais il faut aussi qu'on s'adresse aux étudiants. Alors, je sais que vous le faites, vous, directement, mais l'idée est quand même aussi que nous puissions derrière apporter des aides complémentaires. Alors, on a un site, comme vous le savez, le site étudiant.gouv, avec une rubrique pour les étudiants en situation de handicap. Mais nous pensons qu'il faut aussi des outils concrets qui s'adressent aux étudiants. Donc, nous allons travailler sur la déclinaison du guide ou de la circulaire sur un outil concret. Alors, il y en avait un qui existait déjà, qui avait été fait, mais qui a maintenant 5 ans, puisqu'il a été fait en 2020, qui est un manga, vous savez, qui est aussi sous forme de vidéo, qui avait été fait par Apache avant que j'arrive, qui est très bien fait quand même. Voilà. Il s'agit d'apporter quelque chose de complémentaire, et quelque chose de complémentaire sur les droits des étudiants, pour leur dire voilà à quoi vous avez le droit, et voilà comment faire pour faire valoir vos droits. Donc nous allons travailler sur cet outil. Nous allons d'ailleurs avoir un stagiaire qui va nous aider dans ce cadre-là. Et puis, vous connaissez le site aussi Mon Parcours Handicap. Et il y a des fiches avec là aussi une rubrique spécifique enseignement sup. Eh bien, elle est remise à jour et Amandine a travaillé sur cette question récemment. Voilà, pour améliorer l'accessibilité des formations, 2 points. Alors ça, c'est les engagements que nous avons pris. On a besoin de vous, bien sûr, sur ces sujets-là. 2 axes. Un axe sur le numérique.
on se fait régulièrement retoquer sur le numérique parce que nos sites ne sont pas assez accessibles. Donc on a dit, OK, eh bien on va essayer d'y travailler. Donc on a pris l'engagement, je vous le dis, lors du comité interministériel du handicap, le ministre a annoncé que nous allons travailler sur ces 2 points-là. Favoriser l'accessibilité numérique. Alors il existe au sein du ministère un outil qui s'appelle le Coréal, qui est le comité numérique pour la réussite des étudiants. Il y a une erreur, je pense, hein, non, à l'agilité des établissements. Voilà. Et donc 3 axes, ce Coréal. Et cette fois-ci, je regarde Patricia qui se trouve juste à côté de Sandrine. C'est elle au sein du département qui va travailler particulièrement sur ce sujet. Je ne pointe pas du doigt, je ne pointe pas du doigt. Hein. Voilà. Et donc, avec Amandine, évidemment, elles vont travailler ensemble. Travail partenarial sur le numérique, obligatoirement. Un agenda aussi, comment faire évoluer cette accessibilité numérique des sites des établissements. Et puis également un travail de recensement des outils numériques qui existent d'aide. Si vous vous souvenez, l'an dernier, nous avions fait intervenir quelqu'un qui vous avait présenté pas mal d'outils qui étaient à l'INSEE. Eh bien, voilà, il y a des outils aussi qui ont été développés par les établissements et nous souhaiterions pouvoir référencer tout cela et que ce soit partagé entre vous pour que vous puissiez vous y référer, bien évidemment. Voilà. Deuxième axe, les enseignants. Bien évidemment, la pédagogie. L'an dernier, les JNRH s'étaient déroulés à Sorbonne Nouvelle, vous le savez, parce que Sorbonne Nouvelle a développé des choses quand même très intéressantes sur ce volet pédagogique. Donc ça vous avait été présenté l'an dernier. Cette année, ils sont même rentrés dans le dispositif les 6 universités lauréates du projet d'universités démonstratrices. Donc ils essaient encore d'évoluer, d'avancer encore plus sur ce volet accessibilité des cours. Donc nous allons essayer de faire une mutualisation des ressources, là aussi, avec peut-être même de la création de contenu. Et puis surtout, peut-être faire bouger certains leviers réglementaires que nous avons un peu identifiés. Je ne dis pas que nous allons y arriver, mais nous aimerions quand même pour que les professeurs entendent que ce n'est pas un choix, mais que c'est une obligation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose juste après qui va déjà dans ce sens-là. Voilà les 2 axes. Donc pour terminer mon intervention, j'espère que je ne déborde pas trop. 3 minutes, Amandine, ça va alors, tout d'abord, une information sur les troubles du neurodéveloppement, parce que j'ai devant moi Bertrand Montubert, que je salue, et son équipe, ainsi que Thierry Bourg, qui se trouve juste là au premier rang et qui travaille à la délégation interministérielle des troubles du neurodéveloppement à Paris. Alors, premier axe, 2 mesures. Donc, l'accompagnement des étudiants avec TND. Évidemment, poursuivre le déploiement du programme Atypie Friendly. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés dans ce programme. Et vous êtes même allés plus loin, puisque maintenant, vous allez vers une labellisation. Certains se labellisent progressivement. Un focus sur la loi. Une nouvelle loi en 2024, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, alors certaines choses existaient déjà, mais du coup on vous a remis l'article, mais il a été ajouté à cette loi un petit point. Donc je vais me permettre de le lire. D'abord, les enseignants, et pas que les enseignants, les personnels dans leur globalité, doivent être formés à l'accompagnement et à l'accueil des étudiants en situation de handicap. Vous voyez, c'est dans le code de l'éducation nationale, L112-5. Et ce qui a été ajouté, c'est que notamment ceux qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est nouveau. Ça a été intégré dans le code, donc dans la loi. Donc ce n'est pas un choix, mais c'est bien une obligation. Voilà. Donc, et pour terminer sur ce focus TND, les ressources Atypie Friendly, évidemment, vous les connaissez pour beaucoup d'entre vous, il y a des ressources vraiment très riches, très diversifiées, très intéressantes.
et de nouvelles vidéos ont été réalisées par les équipes de Bertrand. Et donc, je vous invite à aller en prendre connaissance et surtout à les utiliser. Elles sont vraiment très riches. Voilà. Et j'en termine là avec les actions que nous avons en cours. Nous allons mettre à jour la cartographie des référents handicap. Alors, je sais, vous me l'avez déjà dit 36 fois, ça fait 4 ans bientôt que je suis là, et on n'a pas réussi à la faire évoluer. Petits problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu faire évoluer la cartographie actuelle. Plusieurs d'entre vous nous ont dit « mais moi je veux changer les informations, je n'y arrive plus ». On nous a dit « oui, c'est vrai, et c'est pas possible ». Donc maintenant, il va y avoir une nouvelle cartographie qui va être mise en place par la délégation à la communication. Et donc on reviendra vers vous pour mettre à jour les informations. Mais vous, a priori, sauf si je ne me trompe, vous ne pourrez plus le faire directement tout seul, automatiquement. C'est bien dommage, mais vous ne pourrez plus le faire. Il faudra que ça passe par nous. Vous nous transmettrez les informations et c'est nous qui les ferons mettre à jour sur le site. C'est bien ça, Sandrine, j'ai pas dit de bêtises. Merci. Deuxième point, une fiche repère DGCIP à destination des missions handicap. Ça, c'est Amandine qui a fait ce travail-là. Et je vous invite à en prendre connaissance. Ces fiches sont très bien, très pratiques, très synthétiques. Elles sont, si je ne me trompe, Amandine, sur le site de la plateforme. Mais alors, il y a quelques soucis pour y accéder, c'est ça. Donc là aussi, on a des petits problèmes techniques qu'on va essayer de résoudre avec le numérique pour que vous puissiez mieux accéder à la plateforme. Voilà. Et puis, le guide sur l'accompagnement des ESH, comme on vous l'a dit, on va essayer de le faire vivre et de le mettre à jour encore. Et puis, autre chose, un autre guide qui va paraître, qui n'est pas fait que par nous, qui est fait en partenariat avec un autre département de la DGCIP. C'est le département qui travaille particulièrement sur l'insertion professionnelle. Et donc, ils vont faire un guide apprentissage et handicap. Et donc, cette version est en mise à jour. J'ai dit une bêtise, Amandine? Ah, c'est celui en partenariat avec la DGEFP. D'accord. Donc, la DGEFP, c'est le ministère du Travail, de l'Emploi. Voilà. Mais parce qu'on a aussi des actions en cours sur l'apprentissage et notamment sur Pépite. On a fait quelque chose sur Pépite pour les étudiants entrepreneurs et le handicap. Donc j'ai un peu mélangé les deux. L'enquête de recensement. Je sais que vous adorez ce moment. C'est super. Christelle me dit oui. Merci Alain, c'est super de m'en parler. Eh bien, l'enquête de recensement, on ne la change pas. On continue. On a quand même fait changer l'an dernier. Vous savez qu'on a passé sur une nouvelle application qui s'appelle Sphinx. On a essayé de faire quelque chose de plus convivial, de plus facile pour vous. Voilà, on n'en a fait plus qu'une. On en avait 2. On a tout regroupé. Voilà. Eh bien, elle est ouverte normalement. Hein. Timothée m'a dit que c'est bon, tu vas pouvoir dire qu'elle est ouverte. Donc, je vous l'annonce. Elle est ouverte. Et vous avez jusqu'à fin juin pour la renseigner. On n'a pas de retard. On est dans les clous. Et elle n'a pas beaucoup changé. On a changé 3 virgules, vraiment, qui ne vont pas vous perturber. Et voilà. Il y aura un webinaire de lancement de l'enquête, animé par Timothée et Amandine. Je n'ai pas la date en tête, Amandine non plus, mais très prochainement, il y aura un webinaire sur cette enquête. Alors, il y a une question. Je finis parce que j'ai vraiment fini. C'est ma dernière diapo. Et après, je vous donne la parole. Quelques minutes. Le budget, je vous l'ai déjà dit, donc je passe très vite puisqu'on a essayé on maintient notre budget. Ah oui, non, ce que je n'ai pas dit sur le budget, c'est quand même important parce que ça, je sais que beaucoup sont venus vers nous. On n'a rien eu, on n'a pas touché les sous. Bah oui. Je sais, vous ne les avez pas encore touchés, mais ils vont venir. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a eu quelques petits problèmes avec le projet de loi de finances. Il y a eu quelques petits retards du projet de loi de finances et du coup, ben voilà, malheureusement, vous en subissez l'impact. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les toucher, vous allez les toucher. Hein, et il n'y a pas de problème, la dotation est faite, la répartition est faite, ça a été envoyé. Nous, on a déjà fait notre travail depuis longtemps. Mais je crois que Bercy n'avait pas encore tous les sous dans les caisses au regard du délai de retard qui s'est implémenté derrière. Donc c'est prévu pour mai.
Donc avril-mai, vous allez avoir les sous. Voilà. Et vous les aurez en une fois pour toute l'année. Voilà. Comme ça, tranquille. On ne revient pas dessus. Les webinaires, 3 webinaires. Le premier, je l'en ai déjà parlé sur la présentation des statistiques. C'est demain, ce n'est pas un poisson, c'est le 1er avril, avec Timothée et Amandine. Le deuxième sur l'utilisation des budgets en mai, quand vous aurez touché les sous. Et le troisième, ce n'est pas un webinaire planifié, mais c'est un calendrier. Chaque année, on fait des webinaires et donc on veut continuer à en faire. Et du coup, ça me permet de vous dire, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas. Vous pouvez nous en parler pendant les journées et demie, là, mais vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail sur la boîte MIEH, par exemple. Du coup, tout le monde peut la lire et tout le monde peut prendre en note les propositions de sujets qui vous sembleraient intéressants. On a envisagé évidemment un sujet sur l'insertion professionnelle, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà, j'en ai fini, j'ai débordé déjà de 10 minutes. Mais je vais passer bientôt la parole à Amandine. Est-ce que vous aviez quelques questions ou réactions? Je vais avoir besoin de quelqu'un pour prendre des micros, j'en ai pas en plus. Mais il y a des étudiants qui ont des micros et qui vont pouvoir bondir pour vous passer la parole si vous avez quelques questions sur tout ce que je viens de raconter. Alors, il y a Pierre au premier rang, il y a Xavier au milieu de la salle de l'autre côté. Et à distance, si vous avez des questions, vous pouvez les poser également sur le chat. J'ai des régulatrices qui, normalement, vont nous retransmettre les questions. Pierre, vas-y. Oui. C'est bon, on t'entend. On m'entend? Ok. Simplement pour appuyer une des choses que tu as dites et que, évidemment, j'ai oublié de dire tout à l'heure parce que j'ai oublié les 3/4 de ce que je voulais dire. C'est habituel. L'accompagnement des étudiants en situation de handicap se fait de plus en plus en coopération entre des services. On ne peut plus le faire tout seul et on ne doit plus le faire tout seul. Et il y a un élargissement qui est évident pour les prochaines années, c'est de s'occuper des enseignants qui sont de plus en plus, eux aussi, en difficulté en raison des aménagements qui sont bien, mais qui sont de plus en plus nombreux. Donc on ne peut pas ne pas s'occuper aussi des enseignants, même si c'est embêtant et même si les enseignants ne sont pas toujours très au point. Merci Pierre. Le monsieur qui lève la main là-bas a besoin d'un micro aussi. Voilà, bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'une date pour un 5e CNSUI a été définie ? Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas de date, mais j'ai sollicité le cabinet il n'y a pas très longtemps. C'est en train de se fixer, hein, c'est en train de se caler parce que alors le CNSUI, Comité national de suivi de l'université inclusive, c'est l'instance nationale qui gère toutes les questions liées au handicap, et c'est présidé par les 2 ministres, c'est-à-dire le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre en charge, ou la ministre en l'occurrence, du handicap, donc Charlotte Parmentier-Lecoq. Je regarde Thierry pour savoir si par hasard, toi, tu aurais une information sur la date, mais moi, je n'ai pas de date. Hier, j'ai vu passer des infos, des mails, mais je n'ai pas de date encore. Mais c'est en cours de fixation. Une autre question par ici. Merci. Bonjour, je vous remercie pour les subventions qui effectivement sont préservées. Donc ça, parlez bien près du micro parce que sinon on ne vous entend pas. Là c'est mieux. Oui. Donc bonjour à tous. Je vous remercie pour les subventions qui sont préservées. Ça c'est vraiment très précieux. Nous on est à Lyon 2, on est confronté à une très très forte augmentation de nos effectifs suivis cette année, plus de 38% au semestre 1. Et à un moment donné, la subvention ne suffit plus. On manque de moyens humains au sein du service mission handicap. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Et à un moment donné, il y a une espèce de contradiction entre les moyens qu'on met en œuvre pour les aménagements, qui sont absolument chouettes, je ne reviens pas là-dessus, mais on est bloqué au niveau de la masse salariale. La situation des universités est très tendue. Lyon 2, on a 8,4 millions de déficit. Et avec toute la bonne volonté du monde, il y a un moment donné, si on ne débloque pas des moyens humains pour les universités, les possibilités d'embaucher sur de la masse salariale pérenne et pas seulement de la vacation, en fait, ça se dégrade.
Et on se bat pour maintenir une qualité qui est vraiment difficile à maintenir. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'entends la question, il n'y a pas de souci. Nous, le budget que nous pilotons, c'est un budget du BOP 231 dans le jargon budgétaire, hein, qui est un budget réservé à la vie étudiante. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est un budget qui ne peut servir qu'aux aménagements pour les étudiants. La masse salariale, ça relève d'un autre BOP, hein, le 150 pour ne pas le cacher, et donc c'est un autre budget effectivement. Alors donc du coup ça rentre de toute façon dans les dotations qui sont attribuées par le ministère de manière globale aux établissements. Donc du coup, si vous voulez, effectivement, après, ça relève du choix de la présidence, de la gouvernance. Bah oui, mais c'est vraiment des choix politiques, hein, ça, de politique locale. Donc voilà, après, j'entends, hein, c'est pas satisfaisant comme réponse, mais... Voilà, c'est vraiment du coup compliqué. J'entends hein, complètement votre question. Après, c'est des questions budgétaires qui remontent même, voyez, à un échelon très très élevé, puisque voilà, on en arrive au budget du ministère dans sa globalité, 25 milliards. Voilà, est-ce que ce budget baisse, monte ou pas ? Voilà, donc là ça dépasse totalement mes compétences, donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais j'entends complètement. En tout cas j'ai entendu et ne vous inquiétez pas, je ferai remonter l'information. Alors, Jean-François qui est devant, que je vous présente du coup, va pouvoir intervenir. Il travaille dans la même sous-direction que nous, mais dans un autre département. Je te laisse te présenter, Jean-François. Ouais. Donc Jean-François Meignier, moi je suis chargé de mission dans le département qualité de la vie étudiante sur les politiques de vie étudiante et vie étudiante des territoires. Et donc je disais à Alain, donc j'étais content en fait et je le remercie de m'avoir invité parce que je fais l'expertise en fait des COMP, vous savez les contrats d'objectifs de moyens et de performance, et c'est plus de 30% en fait des établissements sur les 3 vagues qui ont présenté en fait des actions pour améliorer l'accueil et l'intégration en fait des étudiants en situation de handicap. Et dans l'ensemble, il y a des tendances en fait qui se dégagent et beaucoup d'établissements profitent des COMP en fait pour essayer de demander un renforcement des ressources humaines et en particulier pour les étudiants en situation de handicap, j'ai vu pas mal en fait de demandes. Et on travaille ensemble aussi avec Amandine sur les tendances que l'on voit à travers tous les établissements sur la sensibilisation des enseignants, sur les outils de suivi. Enfin, c'est vraiment des constances qu'on voit en fait dans vos projets. Donc, effectivement, à travers les COMP, il y a une possibilité en fait que les gouvernances s'emparent aussi de ces sujets et les positionnent dans leur orientation stratégique. Puisque dans les COMP, il y a 6 objectifs, dont un objectif bien-être des étudiants, et c'est assez formidable pour la vie étudiante, puisque ça permet en fait aux établissements vraiment de se positionner sur leurs priorités. Merci Jean-François.